Bien, est-ce qu'on pourrait voir la fin dans un horizon prévisible de cette guerre en Ukraine? Bon, certains sont sceptiques, d'autres sentent que là, cette fois-ci, on a les conditions pour que ce soit la bonne. Donc, est-ce qu'on s'en va vers un accord de paix? Je vous donne les détails de ce qu'on en sait. Il y a des bouts qu'on sait. Il y a des bouts, évidemment, qui se discutent puis qui restent flous, ce qui a vraiment été accepté par les uns et les autres. On est parti, ce qui avait été déposé par les États-Unis au départ. C'est un accord en 28 points. Je vous dis tout de suite, quand j'en ai pris conscience pour la première fois, moi, j'en revenais pas comment c'était pro-russe. Là, il y a un ménage qui a été fait. Il y a eu des négociations plusieurs jours à Genève au cours des derniers jours, en fin de semaine. On a fait le ménage dans les points. On parle maintenant d'un accord en 19 points. Certains éléments, semble-t-il, complètement inacceptables pour l'Ukraine auraient été abandonnés ou mis en suspens pour discussion future. C'est pas exactement clair. Bon, d'abord, l'élément numéro 1 qu'on redit, ce qui serait l'élément numéro 1 de l'accord, c'est que la souveraineté de l'Ukraine est reconnue. C'est un gros point, puis pas, d'une certaine façon, parce qu'en même temps, l'Ukraine était un pays souverain avant d'être envahi par le voisin. Bon, on saisit bien qu'à un point, Vladimir Poutine rêvait de faire disparaître l'Ukraine, d'en faire un territoire greffé à la Russie. Alors donc là, on dit, on ferait un accord où on reconnaît, on réaffirme la souveraineté de l'Ukraine. Vous allez voir tantôt, pas sur le même territoire qu'il y a 4 ans. Là. Toute la notion d'une paix durable. Donc, dans l'accord, qu'est-ce qu'on dit sur la notion d'une paix durable? Bien évidemment, c'est l'idée de non-agression des parties prenantes. Donc, non-agression, évidemment, des parties prenantes, la Russie, l'Ukraine. On introduit même le concept de l'Europe, parce qu'il y a d'autres pays d'Europe qui ont peur d'une agression. Par contre, on laisse entendre qu'il n'y aurait pas d'extension de l'OTAN. Donc, l'OTAN pourrait, ça inclut l'OTAN ne pourrait pas aller chercher l'Ukraine. Ça aussi, ça a été dans la discussion. Et il y a dans l'accord peut-être un des points les plus nébuleux pour l'Ukraine, où l'Ukraine veut le plus de garanties précises, détaillées, là. Les garanties de sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Surtout si on dit à l'Ukraine, tu ne peux pas faire partie de l'OTAN. Tu ne peux pas être protégé dans un traité avec d'autres pays qui s'appelle l'OTAN. On va garantir ta sécurité autrement. OK, mais qui garantit ma sécurité? Comment? Parce que mettez-vous dans la tête que les Ukrainiens, là, si Zelensky signe ça, ou les Ukrainiens en signant ça, leur première crainte, c'est OK, on arrête la guerre. La Russie recommence à se réarmer, à fabriquer des missiles, à regarnir son armée, parce que là, ça leur a coûté cher, cette guerre-là. Puis dans 10 ans, ils recommencent. Puis ils regagnent d'autres territoires. C'est ça, la crainte, clairement, de l'Ukraine. Alors, les garanties de sécurité. Bon, il y a toute cette question des limitations qu'on imposerait à l'Ukraine. Ça, il semble-t-il que ça fait partie des conditions, là, des conditions qu'on aurait enlevées. Il y avait l'idée que l'armée ukrainienne soit limitée. Donc, que la Russie obtienne que l'Ukraine ne peut pas avoir une armée qui dépasse les 600 000 soldats. Pour l'instant, mettons-la en parenthèse, celle-là serait sur pause, serait à rediscuter ou abandonner. Il y a aussi toute cette notion d'un... Oui, puis on pourrait aller à 800 000, donc on pourrait renégocier. Il y a aussi toute la notion du dialogue entre la Russie et l'OTAN. Donc on dit on instaurerait... On ne veut plus qu'il y ait de guerre, on ne veut pas que la Russie recommence. Donc, un espèce de mécanisme de dialogue entre l'OTAN et la Russie pour éviter un futur affrontement entre les pays de l'OTAN et la Russie ou entre l'Ukraine et la Russie. Des éléments qu'on met dans l'accord. Une des questions les plus sensibles, vous le devinez bien, la frontière. D'abord, on dit cessez-le-feu immédiat avec des lignes de contact stabilisées. Donc, les lieux où les parties sont là, ça devient une espèce de ligne de contact qu'on stabilise. Mais il y a des territoires, la Crimée, remarquez, la Crimée, c'est comme la Russie est là depuis plus que 10 ans. Ça fait quasiment partie de la Russie, même si ça n'a jamais été reconnu. Mais par contre, les autres territoires, là, le Donetsk, le Louhansk, les autres territoires où la Russie a fait des avancées, dans la première version, là, on disait bien, ça serait tout donné à la Russie, même les portions ou les villes que la Russie ne contrôle pas. Alors, est-ce qu'on pourrait retravailler la carte? Là, je sais que l'Ukraine n'a pas du tout aimé les premières cartes. Là,
il y a une zone, à mon avis, de négociation, il y a une zone d'incertitude. Et il y a la fameuse centrale nucléaire de Zaporizhzhia où on partagerait la puissance, donc 50-50 entre la Russie et l'Ukraine. Alors ça aussi, qui était très importante pour la production d'électricité dans tout ce grand secteur. Élément de l'accord sur l'économie, la reconstruction du pays. Parce que là, la Russie aussi a un intérêt dans ce cas-là. Donc, lever des sanctions contre la Russie. On proposerait même, les États-Unis proposeraient même, si la Russie accepte de mettre fin à la guerre en Ukraine, on rétablit la Russie dans son rôle d'un grand joueur dans le monde. Donc, le retour des Russes dans le G8. Le G8 qui était devenu le G7 parce qu'on a expulsé la Russie. Et ça semble intéresser beaucoup Donald Trump. Donc, redonner sa dignité, sa noblesse à la Russie et les ramener dans le groupe des grands pays qui est le G8. Côté ukrainien, l'intérêt, un fonds de reconstruction de l'Ukraine qui serait entre autres financé avec des actifs gelés des oligarques russes et un accord de coopération entre les États-Unis et la Russie. Ça aussi qui semble intéresser les deux parties, là, les Russes et les Américains. Donc, non seulement on abandonnerait les sanctions contre la Russie, mais on serait dans un accord de coopération économique. Bon, ce qui est de la gouvernance, l'avenir de l'Ukraine au niveau politique, au niveau de sa gouvernance, on dit que l'Ukraine ne pourrait peut-être pas faire partie de l'OTAN, mais resterait admissible à faire partie de l'Union européenne, qui est un accord économique, là, qui n'est pas un accord militaire, un accord économique avec des volets politiques, mais qui n'est pas un accord militaire comme l'OTAN. Ça, la Russie pourrait accepter ça, semble-t-il. On parle d'élections en Ukraine d'ici 100 jours, dans les 100 premiers jours après l'accord. Et dans les demandes de la Russie, est-ce que celle-là, il faut la mettre entre parenthèses aussi? Elle fatigue beaucoup les Ukrainiens. Mais on donnerait un statut officiel à la langue russe, parce qu'on sait qu'en Ukraine, il y a des Russes qui habitent là, il y a des gens qui parlent russe, surtout dans la partie de l'Ukraine plus collée sur la Russie. On voudrait donner un statut officiel à la langue russe. Volet humanitaire de l'accord, maintenant, échange de prisonniers et otages. Ça, c'est assez standard dans un accord de paix. Donc, on s'échange prisonniers et otages. Un autre où il y a un gros point d'interrogation. Celui-là aussi, il faut le mettre entre parenthèses parce que dans l'accord initial, je vous dis qu'il était très favorable aux Russes, on parlait d'une amnistie complète pour des actes de guerre. Donc, les Russes, ou des actes de guerre qui ont été commis ou des bombes sur des garderies ou des hôpitaux, on effaçait à l'ardoise. Ça, pour l'instant, là, ça serait dans les conditions parmi les 28 qui ne seraient pas acceptées. On ne sait pas trop. Est-ce qu'elles sont reportées à des discussions futures ou carrément enlevées d'un éventuel accord à voir? Et une compensation, ça c'est clair, compensation aux victimes du conflit, aux individus, aux familles qui ont perdu dans le conflit. Comment l'accord serait mis en œuvre? Parce que c'est une chose, faut-tu le mettre en œuvre ensuite? Ah ben là, il y aurait une responsabilité importante aux États-Unis. On dit que c'est un conseil de paix, là, un Peace Council, qui serait présidé par les États-Unis, qui assurerait le processus de paix. Et on menacerait la Russie de réimposer les sanctions en cas de violation. Alors voilà, on en est là aujourd'hui. On dit que des émissaires américains pourraient se rendre au Kremlin parce que, bon, là, on a une sorte d'accord de principe que l'Ukraine accepte autour des 19 conditions, non pas des 28. Il faut aller voir les Russes. Est-ce que vraiment la Russie accepte ça? Pour l'instant, on ne prévoit pas de sommet entre les deux belligérants, là, entre la Russie et l'Ukraine. Donc, à voir. Mais vous voyez quand même qu'on commence à avoir les contours de ce qui, pour certains, pourrait représenter un accord de paix.